un thème évidemment qu'on évoque beaucoup aujourd'hui, qui n'est pas sans attirer éventuellement des nouvelles recrues, des jeunes qui ont du mal parfois à rester dans l'entreprise. Ou plutôt, si on prend le problème dans l'autre sens, des chefs d'entreprise qui ont du mal à garder euh, leur, euh, leur, euh, leur force vive. Donc avec Miroslav Lukic, on va parler, donc à travers aussi sa plateforme emploi maintenance industrielle, on va parler de cette thématique de recrutement, mais aussi d'image employeur, un point fondamental pour fidéliser tout ce monde-là. Merci beaucoup Olivier. Merci déjà d'organiser ces conférences au sein du CPM et au magazine Production Maintenance. D'organiser ces conférences dans les différents CPM. Je voulais aussi remercier bien sûr le CPM pour l'organisation de ces salons régionaux qui sont toujours extrêmement intéressants et extrêmement riches. Et je voulais aussi vous remercier d'être présent aujourd'hui. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement me présenter en quelques mots. Donc je suis Miroslav Lukic, je suis le fondateur de la plateforme emploi-maintenance-industrielle.com. C'est une plateforme de rencontres emploi et compétences dédiée au métier de la maintenance des équipements industriels. Donc j'ai une formation d'ingénieur arts et métiers, j'ai un parcours industriel. Donc j'ai été responsable maintenance en France et à l'international pour le groupe Rhône-Poulenc Rhodia, donc en France, aux États-Unis, en Belgique, dans différents pays. Et ensuite, j'étais directeur général de PME industrielle. Et donc j'ai régulièrement été confronté à ces problématiques de recrutement. Et donc en 2013, j'ai créé cette plateforme dédiée à l'emploi, donc emploi-maintenance-industrielle.com. Alors, on propose des services dédiés à la rencontre candidat-recruteur, du sourcing web avec une plateforme web qui permet aux recruteurs de diffuser des offres d'emploi, d'avoir accès à une CV Tech spécialisée. Et on met aussi à disposition des outils de mise en avant de la marque employeur au travers de la possibilité de diffuser des articles, des photos, des vidéos pour que les employeurs puissent faire connaître leurs propositions en tant que recruteurs. Donc la marque employeur, ça a fait l'objet d'une conférence au CPM d'Angers. Les vidéos sont disponibles sur le site du CPM où j'ai développé cette partie marque employeur. Cette plateforme, c'est donc une plateforme web. Et depuis l'an dernier, on développe aussi des événements recrutement. Pour 2020, donc nos événements recrutement, on appelle ça les événements recrutement Maintenancia. On sera présent dans 6 villes avec des job dating organisés donc à Toulouse, Bordeaux, Pau, Strasbourg, Laval et Grenoble. Donc la prochaine date, c'est Toulouse le 25 février, où on va accueillir entre 10 et 15 industriels. Et au travers d'une campagne de communication assez poussée, on va attirer des candidats qualifiés dans les métiers de la maintenance industrielle, donc aussi bien techniciens qu'ingénieurs. Voilà, donc ça c'est une de nos nouveautés pour 2020. Alors, vous l'aurez compris, voilà, les compétences, c'est vraiment le cœur de notre préoccupation quotidienne. Et on a à cœur voilà, de toucher cette communauté, de lui fournir des informations pour l'aider justement à promouvoir leurs compétences. Donc on le fait au travers de quelques outils. Donc d'abord, on a des actualités en permanence, on diffuse des événements, des journées portes ouvertes. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur Internet, nous, on a des agrégateurs qui nous permettent de capter de l'info, aussi bien des actualités des industriels que des journées portes ouvertes diffusées directement par les écoles. Donc ce qui permet de trouver, ce qui permet aux élèves de trouver des formations, ce qui permet aux candidats potentiellement de trouver des journées portes ouvertes où ils peuvent trouver des employeurs. On a développé un simulateur d'entretien audio, donc un développement de notre société. Donc c'est un simulateur d'entretien qui permet aux... J'ai plus de son, si c'est bon.
qui permet au candidat de s'entraîner, donc d'enregistrer un entretien, de télécharger la bande son, de se réécouter, voire d'envoyer la bande son à un prof ou à un ami, et donc du coup pouvoir, avant l'entretien, avoir un premier débrief. Donc les techniciens vont pas rechercher du travail tous les 2-3 ans, donc c'est une façon de les aider lorsqu'ils cherchent à évoluer, à se préparer pour un entretien. Donc le simulateur d'entretien audio, il est disponible gratuitement et à disposition pour tout le monde, donc aussi bien les écoles que les candidats qui souhaitent utiliser. Et on a donc une nouveauté qui vient en avant-première là sur le salon. On vient de lancer notre podcast qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes, donc iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcast, aussi téléchargeable depuis notre site. Donc ce podcast s'appelle Mintivox et au cours de ces podcasts, on va interviewer des professionnels de la maintenance qui vont nous parler de leur métier, qui vont échanger sur leur parcours, qui vont échanger sur leur retour d'expérience, qui vont donc parler de ce métier. Et l'objectif pour nous, c'est bien sûr de faire connaître le métier et de partager l'expérience de professionnels, de techniciens pointus au travers de cette communauté. Donc c'est utilisable, téléchargeable directement. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast pour ceux qui écoutent des podcasts. Alors, donc le thème des compétences, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et aujourd'hui, en fait, ce que je viens faire, c'est partager avec vous un peu nos réflexions sur le sujet. Donc, l'industrie 4.0, l'industrie du futur, finalement, c'est en fait un monde numérique. C'est quelque chose d'assez nouveau. C'est un concept qui a été dévoilé en 2011 à Hanovre lors d'un salon industriel. Et ce basculement dans cette 4e révolution industrielle, finalement, ça accompagne d'une arrivée massive du numérique, de l'arrivée de nouvelles façons de produire. On parle d'impression 3D. Voilà, donc on sort de la 3e révolution industrielle, l'industrie 3.0, qui a été marquée par l'arrivée de la robotique, par l'arrivée de l'électronique, de la production de masse. Et on rentre aujourd'hui dans cette 4e révolution industrielle qui est l'ère du numérique et de moyens de production beaucoup plus flexibles. Donc dans ce cadre-là, comment est-ce que la maintenance se place et qu'est-ce que c'est que la maintenance 4.0 ? Donc la maintenance, alors très schématiquement, en gros, on a deux façons de faire la maintenance aujourd'hui. La maintenance curative, c'est cassé, on répare. Donc là, c'est là où MacGyver intervient. On a l'impression que c'est la chose la plus gratifiante pour un technicien ou un ingénieur, c'est j'ai réparé et c'est super, tout le monde est content. Mais je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas la philosophie du bon technicien ou du bon ingénieur de maintenance. Et si on reste sur cette vision de la maintenance, je peux vous assurer que les équipes maintenance vont être très vite démotivées et voilà, ça ne peut pas fonctionner. Le deuxième mode de maintenance, actuellement, c'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. Donc il y a différentes façons de faire de la maintenance préventive. Et on utilise des outils tels que des GMAO, donc des logiciels qui permettent de capter des informations, des bons de travaux, de gérer les interventions, de gérer des historiques. On utilise des outils tels que la thermographie infrarouge, les ultrasons, des mesures d'épaisseur, qui permettent d'analyser et commencer à avoir une vision de ce qui pourrait arriver, donc essayer de prévenir des pannes avec des analyses d'huile, d'analyse vibratoire, donc un ensemble d'outils qui nous permettent de commencer à prévoir des pannes. Et on a aussi des méthodes de management de la maintenance, donc la TPM, donc Total Predictive Maintenance, la maintenance centrée sur la fiabilité. Donc différentes façons de gérer la maintenance pour que finalement
le véritable objectif de la maintenance, c'est prévenir plutôt que guérir. Donc ces outils existent aujourd'hui, la maintenance de premier niveau aussi. Donc voilà, donc il y a un ensemble de techniques qui permettent aujourd'hui à la maintenance de finalement de valoriser son véritable savoir-faire, qui est de faire qu'il n'y ait pas de panne et pas d'interruption de la production. Alors là, l'industrie future, comment est-ce qu'elle se positionne? Et la maintenance 4.0, finalement, c'est quoi? C'est la maintenance prévisionnelle. Donc la maintenance prévisionnelle, c'est quoi? C'est donc son objectif, c'est grâce à toutes ces technologies qui arrivent, donc des capteurs, des données, le big data, l'intelligence artificielle, de nouveaux métiers aussi qui apparaissent dans l'entreprise, des data scientists, des systèmes avec des algorithmes. Donc avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, la maintenance prévisionnelle, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir prévoir des pannes, mais avant même que certains signes avant-coureurs qu'on a pu repérer avec ces techniques puissent déclencher des actions de maintenance. Donc la maintenance 4.0, c'est l'arrivée en fait de la maintenance prévisionnelle grâce à un ensemble de technologies qui vont être mises à disposition des équipes de maintenance. Alors, donc ça va permettre justement d'anticiper la panne et d'ajuster la stratégie de maintenance. Alors, à quoi pourrait ressembler un nouveau processus de maintenance? Donc là, j'ai trouvé une infographie sur Internet, hein, donc, qui est assez bien faite. Donc là, donc on a dans le scénario, il y a c'est une infographie québécoise, donc qui s'appelle Fred et Jim. Donc Fred installe des capteurs sur les machines et les relie ensuite à sa plateforme Internet des objets, donc récupérer des données de vibration, de température, d'ampérage. Les capteurs fournissent des données vitales en temps réel, donc en temps réel sur les machines. Toujours le même Fred suit et analyse ces données et s'assure que ces machines sont en bonne condition. Donc il fait une analyse de ces données, donc les compile et a des tableaux de bord. Le module d'apprentissage machine construit un modèle basé sur l'historique des données. Donc là, on commence à avoir la notion d'intelligence artificielle et d'algorithmes qui est capable de construire finalement une espèce de jumeau numérique ou un double de la machine, est capable de proposer et d'interpoler plusieurs données. Donc le module avise Fred qu'un besoin de maintenance prédictive, alors il faudrait plutôt dire maintenance prévisionnelle en français, est requis. Et enfin, une demande de maintenance est envoyée au système de GMAO automatiquement. Donc Fred valide cette demande, donc émise par l'algorithme. Et c'est là que Jim intervient. Le technicien de maintenance reçoit sa demande et va préparer le travail à l'avance. Donc voilà. Voilà à quoi pourrait potentiellement ressembler un processus de maintenance dans le cadre de cette industrie du futur. Alors, l'industrie du futur, donc c'est quand même très récent. En France, il n'y a que quelques vraiment grandes industries, enfin, grandes usines qui ont mis en œuvre pleinement ces technologies. Donc, c'est quelque chose qui est encore très récent. Donc, on est un petit peu sur la prospective. Cependant, à la vitesse à laquelle va le numérique, on en parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est en janvier 2020. Dans 2 ans, je pense que l'adoption de cette technologie aura été extrêmement rapide. Donc aujourd'hui, se préparent en fait déjà ces réflexions sur quelles compétences vont être nécessaires pour pouvoir piloter et rentabiliser tous ces investissements. Alors, on se rend compte aussi que finalement, dans ce système, l'humain il reste aussi au centre du système. C'est-à-dire que dans les 3 phases qui sont la collecte, l'analyse
et l'exploitation de ces données, à chaque fois, l'humain, lui, il va être décisionnaire. D'un côté, la collecte des données. La collecte des données, ça veut dire concrètement mettre des capteurs à certains endroits ou collecter des données d'une certaine façon. Il va falloir en permanence quelqu'un au départ pour définir où il faut mettre ses capteurs, mais une usine évolue, les composants évoluent, donc en permanence, il va falloir mettre ces capteurs à des endroits pertinents. L'analyse des données, on voit bien que ces analyses elles vont être construites sur la base de questions que finalement on souhaite aborder, d'objectifs liés à la production. Donc pour construire ces tableaux de bord, il faudra toujours des humains pour construire ces tableaux de bord et les analyser. Et enfin, l'exploitation de ces données. On voit bien que ce module d'apprentissage qui, lui, finalement est construit à partir d'un algorithme, fait des propositions, doit être ajusté en permanence. Donc l'humain, lui, restera toujours, toujours au cœur du système. Alors, du coup, la question, c'est de savoir quelles sont les compétences de ces futurs professionnels de la maintenance. Alors, je dirais que les compétences de base, elles, resteront toujours les mêmes. Donc, les compétences de base, quelles sont-elles? D'abord, pour un technicien de maintenance ou un ingénieur, c'est une bonne base technique. Elle va toujours être nécessaire. Donc une formation ou une expérience probante dans le domaine de la maintenance. La deuxième compétence de base qui restera, elle, toujours nécessaire, c'est un sens aigu de l'observation et de l'écoute. Ça, c'est, je pense, une des caractéristiques extrêmement importantes d'un bon technicien, un bon ingénieur en maintenance, c'est avoir ce sens de l'écoute et de l'observation. Et une troisième compétence importante, c'est une méthode logique pour la résolution des problèmes. Voilà, donc c'est des compétences de base qui, elles, resteront. Parce que si vous n'avez pas ces compétences de base, le numérique, lui, ne fera qu'amplifier des qualités ou des défauts. Donc à la base, il faut quand même des gens qui aient une formation initiale. Le cursus scolaire ? Le cursus scolaire, aujourd'hui, il fait partie de... Alors aujourd'hui, de plus en plus, le bac, le niveau de diplôme à l'embauche est demandé et de plus en plus élevé. Aujourd'hui, c'est minimum à bac plus 2. Oui. Souvent, les gens recherchent pour avoir un niveau de formation équivalent à celui qu'il pourrait y avoir il y a 30 ans, par exemple, ou même 20 ans. Donc après, on pourra en parler, mais je pense que c'est aussi une des questions de l'industrie. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais je pense que la formation au sein de l'entreprise, elle joue un rôle stratégique. Et des filières de formation telles que l'apprentissage aussi permettent aussi d'intégrer des compétences et de les former. Alors, donc ces compétences de base, elles seront, à mon avis, toujours nécessaires. Mais quelles sont justement ces nouvelles compétences que l'on va rechercher? Alors, la première compétence importante, on en a parlé tout à l'heure, c'est être capable d'analyser, de projeter son analyse et d'avoir un discernement. Donc, en fait, c'est par rapport à justement la collecte des données. Ces collectes de données, on peut placer des capteurs partout, on peut collecter des milliers de données. Et finalement, la question de fond, c'est on collecte des données, oui, mais pourquoi? Et après ça, avec cette masse de données qui va malgré tout venir, c'est de savoir faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire dans l'analyse. Donc cette masse de données disponible obligera le technicien à faire preuve d'une capacité de discernement
qui sera supérieur parce qu'il va avoir à portée de main, en fait, demain, il va avoir à portée de main un ensemble de données qu'il n'avait pas forcément au départ. Donc si on regarde concrètement, par exemple, avec l'arrivée des tablettes numériques, donc l'image n'est pas très claire. Donc là, ici, on a une tablette qui utilise le principe de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'avec la tablette, on peut voir l'équipement qui est derrière et en surimpression de cette image, on voit apparaître des données. Donc c'est ça la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on a accès à des données. Et donc on peut directement voir des choses comme un dossier machine, un historique de panne, peut-être même des paramètres en temps réel. On peut même déclencher peut-être des opérations de maintenance. On peut peut-être commander des pièces. Donc demain, le technicien de maintenance aura à sa disposition un nombre de données extrêmement important. Et donc il va falloir que ce technicien ou cet ingénieur en maintenance, il ait cette capacité à voir ce qui est important et pouvoir finalement agir derrière. Parce que l'objectif du technicien, c'est de pouvoir ou déclencher une action corrective ou une action préventive ou peut-être commander des pièces parce que on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de casser. Donc cette arrivée de données en fait massive et cette mise à disposition massive de données va obliger déjà le technicien à avoir cette compétence de ne pas se noyer dans toutes ces données. La deuxième compétence qu'il va falloir rechercher et développer, qui va être mise en avant, c'est la capacité à dialoguer. On l'a vu dans ce nouvel environnement de travail, il va y avoir beaucoup de numérique. Donc l'informatique va prendre de plus en plus de place au sein de l'entreprise. Et on va voir apparaître de nouveaux métiers, tels que des data scientists. Donc qu'est-ce que c'est qu'un data scientist? C'est quelqu'un qui est à la croisée de différentes choses. Donc pour schématiser, il est à la croisée des mathématiques et des statistiques, donc pour pouvoir analyser le flot de données, de la programmation et de l'algorithmique, donc pouvoir développer et concevoir des algorithmes qui vont pouvoir mettre en musique et sortir des choses intéressantes de ces données, et à la croisée de la connaissance métier. Et c'est là que le technicien ou l'ingénieur maintenance entre en jeu, et c'est lui qui a cette connaissance métier. Donc la maintenance a toujours communiqué et, avec des services de production, avec le service qualité, avec le service sécurité, puisque la maintenance est une fonction qui est vraiment assez centrale dans le fonctionnement de l'usine. Donc il va falloir aussi développer des capacités d'échange avec de nouvelles fonctions de l'entreprise qui vont arriver pour que ces algorithmes puissent être utilisés et être rentabilisés. Donc, et on le sait bien, les informaticiens ont parfois un langage un peu différent. Et donc, c'est une culture qu'il va falloir intégrer pour le technicien de maintenance. La troisième compétence qu'il va falloir développer ou trouver chez vos collaborateurs, c'est avoir une culture du numérique. Donc une culture du numérique, donc derrière ça, il y a deux choses. D'abord, connaître le potentiel du numérique. Le potentiel du numérique, c'est par exemple, voilà, vous avez aujourd'hui tous ça dans la main. Si vous l'utilisez comme votre téléphone d'il y a 20 ans, ça ne vous sert à rien. Donc, si on fait le parallèle dans l'usine, si on met à disposition des outils numériques et que les techniciens de maintenance les utilisent comme ils utilisaient les outils d'avant, ils ne capteront pas le potentiel réel de ces outils. Donc, il va falloir développer et trouver des gens qui ont cette culture du numérique, des gens qui soient capables de comprendre qu'il serait peut-être pertinent d'enlever des capteurs d'un endroit peut-être, ou d'en rajouter ailleurs, ou de collecter
de nouvelles données issues de la qualité pour les croiser avec des bons de travaux, par exemple, et de se dire, tiens, mais oui, c'est vrai, si ce problème récurrent de qualité arrive, c'est que j'ai remarqué que il y a souvent tel et tel type de panne, tel échauffement, etc. Et il serait peut-être intéressant, moi j'arrivais pas à le capter, mais peut-être qu'en parlant avec le data scientist, on pourrait croiser ces données et en faire quelque chose d'exploitable. Le technicien de maintenance, moi je le vois beaucoup comme un peu un docteur finalement. C'est le docteur des machines. C'est quelqu'un qui en permanence ausculte les machines et fait que cette machine fonctionne et continue à travailler. Donc le potentiel réel du numérique, c'est de pouvoir justement, comme on l'a vu tout à l'heure, développer du prévisionnel, c'est-à-dire arriver même à détecter des pannes avant même que des dégradations arrivent. Donc en captant des signaux faibles ou en croisant des données qui sont complètement disparates. Donc avoir la culture numérique, c'est d'abord faire comprendre le potentiel de ce numérique. Mais bien sûr, qui dit numérique, c'est aussi sensibiliser réellement aux dangers du numérique. Parce que aujourd'hui, des hackers sont capables de prendre possession de petites caméras connectées. Vous savez, les petites caméras que vous posez sur votre écran, il y a un petit logiciel à l'intérieur. Aujourd'hui, les hackers sont capables de prendre possession de milliers ou de millions de caméras en injectant un virus dans la caméra et de faire des attaques de serveurs, de lancer des attaques de serveurs depuis des caméras connectées. Ce sont des choses qui sont même inimaginables pour quelqu'un qui n'a pas cette culture du numérique. On rentre aujourd'hui dans une ère industrielle où ce numérique va être de plus en plus au cœur de nos systèmes. On l'a déjà vu il y a peu de temps avec le cas de Renault et d'autres industries qui ont été obligées d'arrêter leurs usines parce que à la base, c'est que des systèmes d'exploitation n'avaient pas été mis à jour correctement. Et donc un virus a réussi à se propager au travers des différents réseaux, en partant d'un pays, en passant à l'autre. Et la conséquence, ça a été des arrêts de production et donc de la perte de chiffre d'affaires. Demain, on va donc avoir des capteurs connectés, des capteurs intelligents, des tablettes dans les mains, des interconnexions entre nos machines et des services SAV, peut-être des contrats de sous-traitance avec des centres de sous-traitance qui sont dans d'autres pays. Donc le numérique, donc il y a un réel danger et le technicien de maintenance, lui, finalement, il est à l'avant-poste de tout ça, et à l'avant-poste de la détection de problèmes potentiels. Donc on va sortir peut-être de problèmes de vibration, d'usure, etc., vers potentiellement de nouveaux comportements de machines. On a bien des pompes aujourd'hui qui sont connectées avec des capteurs qui sont directement intégrés dans la masse, dans le corps des machines. Donc des nouveaux équipements qui sont intelligents et donc potentiellement qui sont hackables par des pirates. Donc, avoir la culture numérique, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer et sûrement développer des formations autour de ce thème. Donc, la cybersécurité. Et enfin, la compétence de pouvoir s'adapter et savoir évoluer et savoir s'adapter. Aujourd'hui, tout va de plus en plus vite. Les innovations numériques et technologiques sont de plus en plus présentes, aussi bien dans le numérique que dans les outils utilisés. On parle d'exosquelettes, on parle d'impression 3D qui sont capables d'imprimer des pièces de rechange à la demande. Donc, gestion de stock, stratégie de maintenance. Donc le technicien de maintenance, lui, dans sa stratégie, il va falloir qu'il soit capable d'apprendre en permanence, qu'il soit capable de garder cette curiosité. Donc à ce sujet-là, je ne m'inquiète pas trop parce qu'en général, ce sont des profils quand même extrêmement curieux. Mais il faut aussi donc leur mettre à disposition des outils qui vont permettre à ces techniciens de développer ses compétences et de pouvoir être tenu à la page. Donc savoir évoluer, savoir s'adapter, ça c'est c'est une compétence extrêmement importante. Donc un exemple d'adaptation. Ici une image où on a
donc un scénario, par exemple, ici, alors j'ai pas le prénom, mais un technicien qui pourrait, par exemple, avoir des compétences d'électrotechnicien, ou plutôt d'électricité, électrotech, et à qui on demande d'aller réparer une carte électronique. Bon, il n'a pas la compétence de l'électronique, mais il a accès à un centre de ressources qui est peut-être au siège social de son groupe ou alors chez un sous-traitant. Et on lui dit, bah, écoute, très bien, tu as quand même les compétences de base de l'électricité, mais on va te piloter, on va t'aider à diagnostiquer le problème. Et dans ce scénario-là, avec des lunettes connectées, il est capable de communiquer avec un centre qui est à distance, qui va le piloter, qui va voir avec lui la caméra, qui va même lui indiquer avec ses lunettes connectées en surimpression avec la réalité augmentée, qui va l'aider à voir les composants qu'il faut regarder. Le technicien, lui, donc peut intervenir en toute sécurité parce qu'il a les compétences métiers, il peut enlever les cartes sans faire exploser l'usine, sans s'électrocuter, donc il a vraiment cette compétence, mais il va quelque part au-delà de son savoir initial grâce à la technologie. Donc aujourd'hui, on arrive dans un monde où on est capable de à la fois intervenir dans son domaine de compétences, mais on sera aussi capable d'aller au-delà tout en restant en sécurité. Voilà. Donc cette capacité d'adaptation et d'apprentissage va réellement être aussi une des capacités à rechercher. Alors en synthèse, ces nouvelles compétences dans l'industrie du futur, c'est quoi? C'est du savoir-être qui va être de plus en plus important, des capacités relationnelles pour être capable de communiquer avec de nouveaux métiers et une culture du numérique. Donc dans les plans de formation, aujourd'hui, si vous n'avez que à votre catalogue de formation que des formations liées au métier, à des compétences métiers, du savoir-faire, je pense il faudra intégrer de plus en plus des formations liées au savoir-être et qui vont permettre de développer les compétences dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi développer une intelligence organisationnelle pour permettre aux techniciens et aux organisations de pouvoir travailler de plus en plus en transversal, entre collaborateurs, de promouvoir aussi les apprentissages informels pour que le technicien puisse aussi, par lui-même, s'auto-former sur des sujets qui l'intéressent et permettre de rendre finalement votre organisation de plus en plus agile, puisque c'est vers ce genre d'organisation que l'industrie du futur nous mène. Voilà. Donc j'espère que... Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a apporté et si vous avez des questions, je suis à votre Merci à disposition. toi, Miroslav. Avez-vous des questions à ce sujet? Bonjour. Comme c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, est-ce qu'il existe des cabinets ou des conseils ou des gens dont c'est le métier d'accompagner? Parce que même nous, en tant que responsable maintenance, bon, on a bien compris tout ce que tu expliques. Pour autant, je m'adresse où et à qui? Et moi, je veux bien prendre mon bâton de pèlerin, mais je m'organise comment? Je vais voir les RH. Je ne suis pas sûr qu'ils soient au courant. Enfin, je vais leur parler un peu hébreu, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut s'appuyer sur des cabinets reconnus, etc., qui pourraient accompagner des entreprises dans cette démarche-là, ou ta société, ou d'autres. Enfin voilà, j'ai pas... Parce que on voit bien vers quoi il faut aller, mais c'est tellement multifactoriel qu'à notre niveau en usine, ou même au niveau d'un groupe, il y a tellement de choses à coordonner que je pense que ça peut passer par du conseil. Enfin, je sais pas comment on peut être écouté par nos directions générales, quoi. C'est un peu ça. Ils n'ont pas l'air d'être à la hauteur aujourd'hui, quoi. Ils sont complètement dépassés. Alors, je pense que tout le monde est un peu dans ce cas-là, parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement nouveau. 2011, c'était l'annonce, quelque part officielle, de cette rentrée dans la 4e révolution industrielle. Les premiers chantiers ont vraiment démarré en 2014. En France, donc il y a quelques chantiers
Donc ici à Rouen, il y a Schneider Electric au Vaudreuil qui a développé ces technologies. Donc il y a Bosch dans l'est de la France un peu avant. Je crois qu'il y a Renault avec des technocentres qui rentrent dans ce processus. Donc aujourd'hui, c'est effectivement, déjà pour trouver des cas concrets, c'est quelque part réservé un peu à ces entreprises qui ont intégré de façon volontariste ces stratégies dans leur stratégie industrielle. Donc des cas concrets, il y en a très peu aujourd'hui, et les retours d'expérience, il y en a très peu. Donc j'ai trouvé un petit peu de littérature, je pourrais partager des liens. Donc un peu de littérature qui fait un peu le point. Donc il y a une littérature qui date de 2018 qui explique justement, entre autres, ce challenge des compétences, aussi bien en fabrication qu'en maintenance, qui pourrait être intéressant. Des noms de cabinets, moi j'en ai pas. Sûrement, je pense que les cabinets de conseil doivent en avoir. Mais j'ai pas de nom à donner à ce sujet-là. Mais ce que vous dites, c'est que grosso modo, il y a un décalage entre les formations conventionnelles et les besoins. C'est-à-dire que si on passe par des formations qui sont intégrées aux entreprises pour arriver à combler ces besoins. Alors, vous parlez de la formation initiale. Sur la formation initiale, elle ne me paraît pas du tout être en phase avec les besoins. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un décrochage. Alors, il y a toujours un décalage parce que l'industrie, quand même, l'industrie, elle avance. L'éducation nationale travaille par année. Et du coup, il y aura toujours un décalage. Bon, je côtoie beaucoup de profs. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de profs vraiment dynamiques qui organisent des réunions avec les industriels, qui poussent les élèves à rencontrer justement ces industriels, à être exposés à ces techniques de l'industrie 4.0. Moi-même, je fais partie d'un groupe professionnel qui organise des conférences sur le sujet. On va dans des écoles pour expliquer ce que c'est que l'industrie 4.0. Mais effectivement, il y a toujours un décalage entre le contenu pédagogique d'une formation et la réalité du terrain. Mais voilà. Oui, puis je peux également vous orienter vers l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance, donc l'AFIM, qui est partenaire également des conférences, qui sont là, qui ont un stand également et qui peuvent vous renseigner aussi vous orienter vers les bonnes personnes pouvant vous informer là-dessus. Mais je pense qu'ils sont très compétents pour ça. Y a-t-il d'autres questions ? Juste, on va prendre un micro. Les techniciens du futur, ils seront déjà sensibilisés au numérique. Donc, je ne pense pas qu'on ait particulièrement besoin de les sensibiliser au numérique. Les prochains techniciens qui vont arriver sur le marché, ils seront sensibilisés, comme nos enfants en fait, ils sont sensibilisés. Maintenant, en termes de compétences aujourd'hui pour rentrer dans l'ère 4.0, je n'ai pas très bien saisi. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut des électromécaniciens? Est-ce qu'il faut des gens capables de constituer des cartes de contrôle? Est-ce qu'il faut être capable d'analyser des données, de retirer, de lire un fichier log d'une machine? C'est peut-être ce type de compétences qu'aujourd'hui les techniciens de maintenance n'ont pas, mais dont on a besoin demain pour constituer en fait et pour construire justement une maintenance 4.0. Oui, tout à fait. Donc les jeunes qui arrivent aujourd'hui commencent à développer cette culture du numérique. On commence à apprendre à programmer au collège. Quand on regarde les calculatrices, vous allez acheter une calculatrice, il y a marqué Python dessus. Python, ce n'est pas un petit serpent ou un porte-clés qui est vendu avec, c'est effectivement un langage informatique. Et les enfants apprennent à coder aujourd'hui. Donc ça fait partie de la culture du numérique qui va arriver avec ces nouvelles générations. Les compétences dont on a besoin, alors recruter, c'est recruter donc des gens en externe, mais c'est aussi faire développer les compétences en interne.
Et aujourd'hui, 27% de la population de la maintenance a plus de 50 ans. Donc le numérique, et même pour quelqu'un qui a 40 ans, le numérique, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. On tombe tous un petit peu dans le numérique, on nous met un smartphone dans la main, et puis il faut vraiment qu'on se débrouille. Finalement, la compétence que l'on recherche à développer chez ces techniciens, c'est pas forcément des compétences métiers, des compétences techniques. C'est pas devenir un meilleur électroméca ou devenir un meilleur électrotech. C'est j'essaie de le montrer, c'est justement développer des compétences de savoir-être, ces compétences de pouvoir analyser des données. Un électrotech, un automaticien ou un soudeur, lui, il aura la même problématique finalement. Et ce qu'on recherche, c'est donner à ces gens-là, quelque part, ce module qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas le module technique, c'est vraiment le module savoir-faire, donc la culture du numérique, savoir travailler en réseau, savoir parler avec des informaticiens, parce qu'ils ne vont pas devenir codeurs. Ce n'est pas quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui, bon, certains peuvent le devenir, mais globalement, ils ne vont pas tous se mettre à écrire des logiciels ou à programmer des algorithmes. Mais il va falloir qu'ils comprennent comment fonctionnent ces algorithmes, comment les programmer, et qu'est-ce qui est important de mettre en avant pour ce data scientist, par exemple, pour que lui soit capable de définir un cahier des charges et développer un algorithme, par exemple. Donc c'est vraiment c'est pas des compétences métiers, savoir réparer un capteur. Un technicien de maintenance, il lit la doc, il va savoir réparer le capteur. C'est vraiment cet aspect, je pense, tout ce qui n'est pas compétence métier, donc qu'il va falloir développer. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'autres questions? Ouais, des capteurs qui vont venir superviser donc les équipements qui pourront avoir des tendances à dériver, qu'on analysera en amont. Par contre, comment on définit sur quels équipements, quels éléments on met ces capteurs? Parce qu'effectivement, une usine qui va comporter, on va dire une usine moyenne à 23 lignes de conditionnement du process, je ne vais pas superviser tous mes moteurs, je ne vais pas superviser tous mes capteurs, mes convoyeurs. Comment je sélectionne ça? Alors là, on rentre peut-être plus dans la méthodologie. J'ai pas forcément la réponse, mais je pense qu'il y a des méthodes telles que des AMDEC, par exemple, qui permettent d'analyser finalement quels sont les équipements critiques. On part de la stratégie finalement de production, quels sont les temps d'arrêt qu'on accepte, quelle est la fiabilité, quel est l'objectif de fiabilité. Moi je partirais d'une AMDEC ou équivalente pour établir les criticités, savoir quel équipement il faut suivre. Peut-être qu'avec le numérique, on pourra justement placer beaucoup plus facilement des capteurs là où on ne pouvait pas le faire il y a par exemple 5 ans. Et voilà, donc moi j'initierais une démarche de ce type-là basée sur la fiabilité pour comprendre finalement ce qui est important et ce qui n'est pas important par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Okay, c'est vrai que donc le premier pas, c'est quand même la méthode avant d'arriver au 4.0 au final. C'est certain que le 4.0, enfin on va dire le numérique, ne fait qu'amplifier un phénomène, à mon sens. Donc si vous avez une usine où il n'y a pas de GMAO, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de stratégie de maintenance, la tablette qu'on a vue tout à l'heure, c'est joli, ça fera de la couleur dans l'usine, mais ça ne va rien apporter. Donc il faut quand même, avant de passer à cette numérisation, il faut quand même avoir des fondations au niveau de l'organisation, des méthodes de travail. Il faut que la maintenance soit vraiment organisée pour pouvoir passer à cette étape-là. Si ce n'est pas le cas, il faut commencer par les basiques. On l'a vu tout à l'heure, pouvoir faire du préventif avec des outils tels que des GMAO ou
avoir vraiment une stratégie de maintenance bien définie. La question suivante, c'était sur les organisations, effectivement. Donc, forcément, on a des organisations qui doivent évoluer pour supporter ces nouveaux métiers. Est-ce que c'est quelque chose qu'on intègre dans la méthode ou c'est quelque chose qui va venir en plus, les data scientists et tout ce qui est acquisition de la data? Est-ce que ça reste dans le périmètre des supports au niveau des automaticiens et de l'informatique industrielle ou c'est quelque chose qu'on intègre directement dans la méthode? À mon sens, c'est des gens qui doivent être proches du terrain, qui devraient être intégrés. Alors moi, c'est ma vision de professionnel de la maintenance. Enfin, c'est que on apprend au contact du terrain. Donc si ces personnes sont censées construire des algorithmes qui soient pertinents, exploitables dans le temps, je pense que ces personnes doivent être intégrées au moins dans ces équipes de projet et au contact de l'équipe maintenance en permanence. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être pour clore cette intervention. Non. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on est en train de créer une nouvelle catégorie de personnel de maintenance. Celui qui fait la maintenance de base, il aura peut-être des capacités à faire certaines choses, mais il ne pourra pas tout faire, c'est pas possible. On est sur différentes strates au niveau des techniciens de maintenance. Donc c'est un nouveau métier pour moi. Il y a des gens qui seront capables de l'intégrer, mais beaucoup ne pourront pas l'intégrer parce qu'ils n'auront pas cette capacité déjà évoluée. Ça me paraît difficile, hein. Puis c'est quelque part un peu ces euros qu'on veut. Hein. Alors, c'est certain que il va falloir, avec ces technologies, il va y avoir une montée en compétences nécessaire. Et il va y avoir de plus en plus de spécialistes dans certains domaines. Peut-être que ceux qui ne sont pas capables de suivre vont devenir de plus en plus généralistes. Donc voilà, après, c'est comme l'arrivée de toute technologie, il va falloir l'accompagner, le suivre. Les choix RH ensuite, liés à la formation, pour que tout le monde puisse prendre le train. Alors tout le monde ne prendra pas la même vitesse, c'est évident. Mais on se rend compte que le cœur, c'est la compétence métier malgré tout, le point de départ. Donc voilà, il faudra, je pense, avoir l'intelligence de trouver un équilibre entre justement ces compétences métiers et voilà, faire de jolis tableaux de bord avec de belles couleurs. Ça prend du temps, c'est valorisant, ça fait beaucoup de réunions, c'est génial, mais ça peut prendre 1 an, peut-être 2 ans, qui sait. Mais il faut quand même avoir des managers qui se disent oui, ok, mais dans 1 an, quand j'aurai toutes ces jolies réalités virtuelles, réalités augmentées, qu'est-ce que j'aurai de plus par rapport à aujourd'hui? Et du coup, si entre-temps, on a perdu ces compétences métiers avec des gens qui n'auraient peut-être pas pu suivre, voilà, on aura perdu finalement la valeur du métier qui est quand même le point de départ. D'autant qu'il ne faut pas oublier non plus, alors le métier de mainteneur va rester évidemment, et aussi toutes ces technologies-là viennent également pour optimiser les interventions de maintenance. Donc évidemment, on va gagner aussi du temps sur une certaine partie, qui va libérer aussi du temps aux mainteneurs, aux techniciens de maintenance, qui va pouvoir aussi se former à ces technologies-là. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est un peu l'idée de tout ça.